Pierre Billard vous présente l'anthologie du mystère. Allô, édition Simon Nadal, j'écoute. De la part de qui? Ah non, monsieur, je ne suis pas la standardiste, je suis la secrétaire de monsieur Simon Nadal. À cette heure-ci, il n'y a plus de standard et les lignes sont renvoyées ici. Oui. Mais monsieur... Non, monsieur, vraiment, je ne comprends pas votre irritation. Puisque c'est à moi que vous vouliez parler, je suis au bout du fil, je vous écoute. Oui. Ah non, je regrette beaucoup, monsieur, mais monsieur Simon Nadal est absent pour le week-end. Le mieux pour vous est de rappeler lundi matin. Lundi matin, ce sera la standardiste qui vous répondra. Mais vous demanderez tout simplement la secrétaire de monsieur Simon Nadal. C'est cela. Au revoir, monsieur. Salut, poupée. Oh, Sainte-Jenny, vous m'avez fait peur. Annoncez-moi vos singes. Oh, pourquoi faites-vous exprès d'être vulgaire? Vous savez bien que je n'aime pas ça. Et si moi j'aime quand vous n'aimez pas, hein? Un mot de plus et je vous envoie une claque sur les fesses comme dans les romans noirs américains. Oh, Sainte-Jenny. Allons, poupée, cessez de roucouler et annoncez-moi au Big Boss. Et je ne sais pas s'il va pouvoir vous recevoir. Vous ne vous imaginez pas que je me suis tapé 500 bornes en voiture pour m'entendre dire que le vieux caïman n'a pas le temps de me recevoir. Vous aviez rendez-vous? Oui, madame. Allez, et que ça saute. Tout de suite, tout de suite. Si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer. Ah, pas mécontent de vous voir, Sainte-Jenny. Asseyez-vous, nous avons à parler sérieusement et... Pas mal, merci, ça n'a pas été trop pénible. Bah, qu'est-ce que vous me chantez là? Oh, excusez-moi, j'avais cru comprendre que vous me demandiez comment s'était passé mon voyage. Et... Alors je vous répondais, pas mal, merci, je suis arrivé à l'heure malgré les routes encombrées, voilà. Moi, les prouesses automobiles ne m'ont jamais intéressé. Je vous ai fait venir pour vous parler de choses sérieuses. Vous êtes franc avec vous. C'est-à-dire désagréable. Si la franchise vous est désagréable, je n'ai plus rien. Non, je vous écoute. D'une oreille distraite, mais je vous écoute tout de même. Oui, vous n'avez pas tardé à devenir très attentif. Sainte-Jenny, je n'ai pas l'intention de publier votre prochain roman. Excellente nouvelle pour vos concurrents. Un roman signé Sainte-Jenny représente une vente assurée de 125 000 exemplaires. Je n'ai plus qu'à rentrer à la maison pour attendre les propositions de ces messieurs. Non, vous avez un contrat avec moi et n'importe quel ténor du barreau se fera un plaisir de plaider un procès aussi parisien. Je ne le crois pas. Non, et si procès il y a, ça ne sera pas celui que vous espérez. Mais n'anticipons pas et revenons à votre manuscrit. Vous ne me demandez pas ce que je lui reproche? Non, Simon, je me fiche de votre opinion. Oh, je suis habitué à votre insolence. Elle fait partie de mon personnage. Je sais, puisque nous avons créé ce personnage pour les chroniqueurs parisiens ici même, dans ce bureau, il y a 5 ans. Je suis donc habitué à votre insolence, mais je vous ai toujours dit que le jour où elle me deviendrait insupportable, je ne la supporterai plus. Et je crois ce jour arriver. Et pourquoi ne pas avoir tout de suite commencé par là? À partir de cet instant, je vous écoute non seulement avec une attention soutenue, mais aussi avec un très réel plaisir. Un plaisir qui sera sans aucun doute de très courte durée.
Allez-y, Simon, j'ai hâte de connaître les raisons qui vous poussent à vous séparer de l'auteur qui a fait la fortune de cette officine. Je suis curieux de savoir comment vous allez vous y prendre pour couler la plus solide maison d'édition de Paris. Puisque vous prétendez m'écouter avec une attention soutenue, Oui. épargnez-moi ces réflexions qui ne font rire que vous, et que vous regretterez amèrement tout à l'heure. Un cigare, mon cher? Bien volontiers. Vous vous fichez, dites-vous, de mon opinion sur votre dernier bouquin. Oui. Eh bien, voyez-vous jusqu'où me pousse la magnanimité. Je ne porterai aucun jugement sur ses qualités ou ses défauts littéraires. C'est heureux. Vous êtes déjà prié de ne pas m'interrompre, je crois. Je me bornerai simplement à constater que vous n'avez pas respecté les conventions dont nous avions longuement discuté lors de notre dernière entrevue. Et c'est-à-dire? Nous étions convenus que vous écririez l'histoire d'un crime parfait. Oui. Or, votre bouquin, pour le meilleur et pour le vampire, est tout ce que vous voudrez, sauf l'histoire d'un crime parfait. Tiens, mais je voudrais bien savoir pourquoi. Bon, pour la raison évidente que l'assassin se fait prendre au dernier chapitre. L'arrestation du coupable, c'est la négation du crime parfait. Mais vous parlez sérieusement? Mais bien sûr. Saint-Johnny, vous êtes un de ceux, et non des moindres, qui ont répandu dans Paris le bruit que j'étais dénué de tout sens de l'humour. Que voulez-vous, je tiens à ma réputation. Je parle toujours sérieusement. C'est ma forme d'humour à moi. Alors, permettez-moi de vous dire, sérieusement, que vous n'êtes pas sérieux. Je me vois mal proposer une énigme au public, le tenir haletant pendant 200 pages pour terminer par une pirouette en écrivant « Nous regrettons beaucoup, messieurs, dames, mais l'assassin était tellement habile que nous avons été nous-mêmes incapables de le découvrir. » Oui, mais vous étiez d'accord avec moi pour convenir que c'était une expérience à tenter. Oui, de bonne foi, je l'ai cru, mais en écrivant, je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'une gageure absolument impossible. Ah oui, mais parce que vous n'avez pas joué le jeu, et c'est bien ce que je vous reproche. Certes, il existe dans la police, comme dans toute autre profession, un certain nombre d'individus incapables et bornés. Mais pour le meilleur et pour le vampire, il faudrait que ces enquêteurs fussent particulièrement incapables et bornés pour ne pas découvrir le coupable. Oui. En somme, vous me demandiez d'écrire le manuel du parfait petit assassin. C'était un peu cela, je vous l'avoue. Alors, vous devez comprendre ma déception. Et vous pensez sérieusement que vous n'auriez pas eu d'ennui avec les autorités en publiant un tel ouvrage? Ce sont les risques du métier d'éditeur. Et puis, un livre interdit, quelle publicité pour la maison. Si tel est votre état d'esprit, pourquoi ne vous lancez-vous pas franchement dans la publication d'ouvrages pornographiques? Non, ce genre de littérature me dégoûte. Seul m'intéresse le crime parfait. Et à vos yeux, mon crime parfait n'était pas parfait? Ah non, non, il s'en faut de beaucoup. Vous faites trop souvent appel à la collaboration du hasard. Dans un crime parfait, le hasard ne doit jamais être un collaborateur. C'est au contraire un ennemi dont il faut savoir astucieusement prévenir les manœuvres. Depuis 5 ans que nous nous connaissons, Simon, Oui. C'est la première fois que vous me surprenez. Il vous arrive donc de lire attentivement un manuscrit? Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Ah. Auriez-vous l'intention, vous aussi, de devenir un maître du suspense? Qui sait? Mais moi, je n'écris pas de romans. Je préfère les livres, c'est infiniment plus passionnant. Disons plutôt inquiétant, puisque seul le crime parfait vous intéresse. Vous attendiez donc de mon roman que vous auriez lu avant tout le monde une suggestion, un conseil, une recette, voire une méthode. Oui, et vous m'avez déçu. Et vous ne jugez pas dangereuses les confidences que vous êtes en train de me faire? Moi, absolument pas, et vous comprendrez bientôt pourquoi. Et toujours le suspense? Oui, toujours. Car j'ai trouvé, moi, le pauvre éditeur absolument dénué de sens de l'humour, j'ai trouvé, moi, la solution au problème du crime parfait. Oh, mais donnez-la moi, je vais en faire le roman le plus percutant de l'année. Alors, vous avouez donc que le bouquin que vous m'avez remis est complètement raté. Je n'avouerai jamais rien de semblable. Vous avez raison. N'avouez jamais est l'un des principes essentiels du crime parfait, le seul qui puisse être considéré comme l'un des beaux-arts. Et voici la solution, extrêmement simple, que j'ai trouvée à ce problème complexe. Le seul moyen de réussir le crime parfait est de le faire commettre par un autre. Plaît-il? Je répète, le seul moyen de réussir le crime parfait est de le faire commettre par un autre. Et c'est pour ça que vous me menez en barque depuis 10 minutes? C'est trop drôle, écoute. Faire commettre le crime par un autre. Et c'est tout ce que vous avez trouvé.
Ah, décidément, aujourd'hui, Simon, vous vous montrez sous un aspect bien inattendu. Une fois de plus, je suis obligé de vous dire, sérieusement, soyez sérieux. Oh, je sais, tout comme un autre, j'ai utilisé dans mes bouquins les bons offices de tueurs à gages, mais, Simon, vous n'appartenez pas au milieu. Où allez-vous le recruter, votre tueur à gages? Ce tueur discret et honnête qui ne vous fera pas chanter plus tard. Où allez-vous trouver cet oiseau rare? En passant une petite annonce dans les journaux? Oh, c'est inutile, puisque je l'ai déjà trouvé. Ah. Et quel est l'imbécile qui acceptera de commettre un crime à votre place? Vous. Moi. Oui, vous. Non, écoutez, Simon, je fais amende honorable. J'ai eu tort de répéter à qui voulait l'entendre que vous étiez l'être le plus dénué d'humour que je connaissais. Vous êtes au contraire l'un des plus grands humoristes de ce temps. Écoutez, cessez de rire, hein, ça m'irrite. Combien de fois faudra-t-il vous répéter que je n'ai aucun sens de l'humour? Vous allez commettre un crime à ma place parce que je vous l'ordonne et que vous ne pouvez pas faire autrement que de m'obéir. Saint-Johnny, vous vous appelez bien de votre vrai nom Jean Barrault, né le 21 avril 1921 à Paris. Renseignement exact, communiqué sans doute par le comptable de la maison. Certes, mais ce que le comptable ignore, c'est ce qui s'est passé en 1945 sur les terrasses du château d'Elseneur. Eh ben, vous dites rien, Saint-Johnny. Non, Simon, je vous écoute. Pour un homme dont l'humour est célèbre dans Paris, ce serait pourtant le moment de placer un mot, une phrase ou une formule qui fasse mouche. Non? Rien? Simon, je vous écoute. Mieux que quiconque, bien entendu, vous savez ce qui s'est passé durant cette fameuse journée de juin 45 au château d'Elseneur. Cependant, je vous rappellerai brièvement quelques faits pour vous convaincre que je connais tous les événements marquants de cette journée du 20 juin 1945. C'était bien le 20 juin, n'est-ce pas? Simon, je vous écoute. Ouais. À cette époque, vous aviez donc 24 ans. Vous tâtiez du journalisme. Un quotidien disparu depuis, vous avez confié une enquête au Danemark. Une jeune femme vous accompagnait dans ce voyage, Muriel Viarme, de 2 ans votre aînée, avec qui vous viviez depuis 3 ans dans un petit studio meublé de la rue du Dragon à Paris. Si j'avance un détail inexact, Saint-Johnny, n'hésitez surtout pas à m'interrompre. Non, continuez, Simon. Je vous écoute. Bon, ces détails sont d'ailleurs sans importance. Non, ce qui compte, c'est la journée du 20 juin. Du 20 juin 1945. Ce jour-là, vous n'êtes pas très pressé de rentrer à Paris. Votre reportage avait été un échec et vous le saviez. Et vous saviez aussi ce qui vous attendait. L'accueil de votre rédacteur en chef manquera certainement de chaleur. Alors vous décidez de faire un peu de tourisme. En compagnie de Muriel, vous visitez Elseneur. Votre âme romantique se plaît à évoquer l'ombre d'Hamlet. Et du haut des murailles qui dominent la mer, vous pensez qu'être ou ne pas être est vraiment la question. Et vous précipitez Muriel dans le vide. À cette époque déjà, vous ignoriez tout de la recette du crime parfait. Votre version de l'accident, tout d'abord bien accueillie par les policiers locaux assez naïfs, éveille bien vite les soupçons d'un commissaire plus perspicace. Et la police locale avait eu la faiblesse de vous laisser en liberté. Et sur le point d'être convoqué à Copenhague, vous prenez la fuite en vous embarquant sur un cargo en partance pour l'Amérique du Sud. Les années ont passé. La plupart des témoins qui pourraient vous accuser sont encore en vie. J'ai recueilli leurs dépositions écrites. Où voulez-vous en venir, Simon? Il existe entre la France et le Danemark un protocole d'extradition. Et avant le 20 juin de cette année, votre crime n'est pas couvert par la prescription. Mais Simon, où voulez-vous en venir? Mais vous obligez à commettre un crime à ma place, je vous l'ai dit. Vous me donnez effectivement une idée, et si vous n'avez pas le courage de vous suicider, vous pouvez compter sur moi. Soyez pas ridicule. N'essayez pas de durcir le tranchant de votre main sur le bord du bureau. Vos héros connaissent tous les secrets du karaté, mais pas vous. Ne me faites pas peur. Pensez bien que j'ai également prévu cette éventualité, sans aucun humour, comme d'habitude. Non, dans l'hypothèse où je mourrais de mort violente ou même naturelle, mon notaire a l'ordre de remettre aussitôt au procureur de la République le pli vous concernant. Alors, formulez des vœux pour que je me porte bien, tout au moins jusqu'au 20 juin. Simon, vous vous vantez assez souvent d'être un homme réaliste. Je crois que votre calcul est assez peu réaliste. Ah oui?
Je serais curieux de savoir pourquoi. Vous croyez m'obliger à commettre un crime à votre place parce qu'effectivement, je tiens à dissimuler, disons, une erreur de jeunesse. Mais je ne suis pas un criminel professionnel, si j'ose dire. Et que se passera-t-il si je me fais prendre dans la deuxième aventure? Oh, ça, mon cher, c'est une affaire entre vous et votre avocat. Mais ne croyez-vous pas qu'il me conseillera de vous mettre dans le bain et de dévoiler le marché que vous m'avez imposé? Je ne peux pas vous empêcher de choisir le plus mauvais avocat de Paris. Aucun juge d'instruction, sauf dans votre dernier roman, n'acceptera une version aussi rocambolesque des faits. À moins, bien sûr, de plaider l'irresponsabilité pénale et de faire intervenir les psychiatres. Si vous préférez l'asile à la prison, libre à vous. Non, croyez-moi, la meilleure, sinon la seule solution, c'est de passer par où je veux que vous en passiez et de ne pas vous faire prendre. Hein? Mais je ne savais pas que le manque d'humour pouvait conduire à la folie. Enfin, Simon, mettez pour une fois de côté votre orgueil insensé et reconnaissez ce que tous vos confrères reconnaissent. Sans moi, votre maison d'édition aurait fait faillite depuis longtemps. Je suis votre seul auteur à gros tirage. Je suis encore jeune, et vous savez bien que je suis capable de maintenir ce rythme de production de nombreuses années encore. C'est moi, et moi seul, qui vous assure une existence confortable, l'appartement de la rue de Lille, la maison de campagne à Dampierre et la villa au Cap d'Aille. Rien de tout cela n'existait avant mon entrée dans cette maison. Tenez, voyez jusqu'où je pousse la franchise. Je vais vous avouer ce que je ne vous ai jamais avoué jusqu'à aujourd'hui. Il est exact que mes manuscrits avaient été refusés partout ailleurs. Ah, je vous le fais pas dire. Vous avez eu effectivement le mérite de me découvrir. Sans vous, je serais encore un traîne-latte qui raconte sa vie dans les bistrots de Saint-Germain-des-Prés. Mais reconnaissez à votre tour que sans moi, vous auriez mis la clé sous la porte depuis longtemps. Vous avez fait toute la publicité sur mon premier bouquin avec les 100 derniers 1000 francs que vous avez réussi à dissimuler au fisc, qui vous avait collé un administrateur judiciaire. Hein? Nos sorts sont trop intimement liés. Que ce mariage n'ait jamais été un mariage d'amour, mais un mariage de raison, je vous l'accorde bien volontiers. Nous ne nous aimons pas. Mais est-ce une raison pour divorcer sur un caprice infantile? Je ne suis pas insensible à votre franchise, bien qu'elle vienne un peu tard. Trop tard. Pour un romancier, vous manquez singulièrement de psychologie ou de vocabulaire, ce qui en l'occurrence revient au même. Vous parlez de caprice, alors que le seul mot à employer est passion. Oui, passion. Une passion dévorante, exclusive, irrésistible. J'ai décidé de tuer. Je veux tuer. Et c'est pourquoi j'ai besoin de vous. Simon, vous êtes fou. Complètement fou. C'est toujours ce qu'on répond aux êtres qui sont mus par une implacable logique. Mais vous n'êtes pas logique. S'il s'agissait vraiment d'un crime passionnel, vous ne laisseriez à personne le soin d'agir à votre place. Je n'ai pas la mentalité d'un assassin. L'acte de tuer ne me procurerait certainement aucune joie. Et puis, dans une société policée, c'est une entreprise qui présente quelques risques, n'est-ce pas? J'ai aucun désir de finir mes jours en prison. La passion vous dévore, mais ne vous aveugle pas. Ah, définition exacte. Non, j'ai trouvé plus intelligent de m'adresser à un spécialiste. Oui, je sais. Vous avez peut-être perdu la main. Mais vous avez écrit tellement de romans que la théorie viendra au secours de la pratique. Je ne vous ai pas encore dit que j'acceptais. Mais pour vous, il n'y a pas d'autre solution. Je suis un assez bon joueur d'échecs. Et quand j'annonce échec et mat, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution. Admettons. Quelle est la personne qui vous a inspiré cette passion meurtrière? Pour le moment, ça ne vous regarde pas. Ah, tout de même, vous permettez, la victime a aussi son rôle à jouer. Non, ça ne vous regarde pas. Je sens qu'actuellement, vous considérez encore tout ceci comme un jeu. Je veux que vous soyez persuadé que je ne suis pas en train de me livrer à je ne sais trop quelle plaisanterie. Que tout ceci est bien réel. Quelqu'un doit mourir et c'est vous qui tuerez. Je veux que vous considériez ce crime comme le seul moyen de vous sortir de la situation où ma curiosité vous a enfermé. Quand vous en serez véritablement conscient, il sera temps de vous désigner la victime. Enfin, ma victime, votre victime. Mais Simon, Nous reparlerons de tout ceci la semaine prochaine. Hein? Mettez à profit ces quelques jours et ces quelques nuits de sursis pour réfléchir. Vous êtes libre de choisir les prisons danoises. Le Danemark est un pays socialement très évolué, les prisons doivent être confortables. À lundi prochain, mon cher Saint-Genis.
Allô? Allô, monsieur Simon Nadal, je vous prie. De la part de Saint-Johnny. Oui, c'est ça, mon gentil. Et passez-moi le vieux rapidement, j'appelle de l'étranger. Allô, Simon? Nous devions nous rencontrer aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais non, je n'ai pas oublié, vous pensez. Seulement, compte tenu de l'affaire que vous m'avez proposée, je refuse désormais de vous rencontrer dans votre bureau. J'ai le droit de prendre certaines précautions, et moins on nous verra ensemble, mieux cela vaudra. Je suppose en effet que la personne en question fait partie de votre entourage. Tout au moins de vos relations. Hein? Oui, bien sûr. Oui, vous ne pouvez pas me donner son nom au téléphone, je comprends très bien. Oui. Dites-moi, fréquentez-vous d'ordinaire le quartier de la gare Saint-Lazare? Non? Oui, très bien. J'ai dit à votre secrétaire que j'appelais de l'étranger. En réalité, je suis dans une brasserie de la rue de la Pépinière. Je vous y attends. Oui. Ne dites à personne que vous venez me rejoindre. Cela fait partie du plan que je vous exposerai tout à l'heure. C'est cela. Alors je vous attends. Simon, venez seul, naturellement. Mademoiselle, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Je quitte le bureau. J'ignore combien de temps je resterai absent. Soyez aimable de remettre tous mes rendez-vous à demain. Oh, monsieur, votre journée de demain est particulièrement chargée. Moi, je ne sais pas si je pourrais... Demain ou un autre jour, arrangez-vous, faites pour le mieux. Autre recommandation extrêmement importante, celle-ci. Mademoiselle, puis-je avoir confiance en vous? Oh, monsieur Nadal, depuis le temps que je travaille avec vous... Oui, si vous m'aviez trahi le premier jour, je vous aurais flanqué à la porte le premier jour. Oh, monsieur... Non, simple remarque pour vous faire comprendre que votre réponse n'a pas plus de sens que ma question. Je suis bien obligé d'avoir confiance en vous. On dirait que ça vous chagrine, monsieur. Oui, car j'aime bien ne faire confiance à personne. Bon, voici une lettre, mademoiselle. Si je ne suis pas rentré, disons, à 6 heures du soir, vous ouvrez cette lettre et vous suivez scrupuleusement les indications qu'elle contient. Vous m'avez bien compris. Oui, monsieur, vous me donnez des instructions écrites que je dois suivre si vous n'êtes pas revenu au bureau ce soir à 6 heures. Oui, mais attention, mademoiselle, ni à 6h10, ni même à 6h05. Oui. À 6 heures précises. Mais oui, monsieur Nadal, oui. Oui. C'est drôle, vous avez l'air de considérer ceci comme parfaitement normal. Mais... Oui, monsieur. Je comprends pas ce qu'il y a d'anormal au fait qu'un patron donne des instructions à sa secrétaire. Oui, bien sûr. Bon, souhaitons, mademoiselle, que les événements vous donnent raison. Bonjour, Sam. Pas de nom, s'il vous plaît. Si vous cherchiez la discrétion, nous aurions été plus tranquilles dans mon bureau. Non, je préfère ce lieu public. Le garçon a quelque chose de rassurant. Nous ne sommes pas dans un univers de fiction, ici, mais dans une vraie brasserie avec de vrais consommateurs qui attendent paisiblement l'heure de leur train. Qu'est-ce que vous prenez? Un demi. Non. Alors, les garçons, un demi pour mon ami. Oui. Vous m'assurez que vous ne connaissez personne dans ce café, que personne ne vous y connaît. Comment êtes-vous venu ici? Je suis en taxi. Très bien. Vous n'avez pas été suivi? Ça, comment le saurais-je? C'est très important. Si vous avez été suivi, il faudrait changer d'établissement. Écoutez-moi bien, j'ai pas abandonné mon bureau en plein milieu de l'après-midi avec tous les rendez-vous qui m'y attendaient pour m'entendre débiter des sornettes. Excusez-moi, je pensais que l'affaire que vous m'avez proposée était une affaire sérieuse. Ça, elle l'est. Et dans ce cas, ces précautions devraient vous sembler naturelles. N'oubliez pas ce que je dois faire avant le 20 juin. Et nous sommes en train de vivre le premier chapitre de mon prochain roman. Oui, mais je vous ai déjà dit que ça n'était pas du roman. Je suppose que rien dans l'arrangement que nous allons conclure ne s'oppose à ce que j'écrive plus tard l'aventure que vous m'obligez à vivre. Non, ça, évidemment. Si je suis libre, bien entendu. Mais j'entends le rester, figurez-vous. Et c'est pourquoi je m'entoure de ces précautions qui vous semblent ridicules. Ces détails n'orientent que vous. Oui, ce sont des détails d'exécution, si j'ose dire. Je suis venu enregistrer votre accord sur le principe.
L'autre jour, dans mon bureau, j'ai pas voulu vous mettre le couteau sous la gorge. Heureuse expression. Je vous ai accordé plusieurs jours de réflexion. Et aujourd'hui, j'attends votre réponse. Mais c'est oui. Oui, dans l'enthousiasme et avec le sourire. Ah. Pendant ces 8 jours, mon heureux caractère a repris le dessus. J'ajouterais que l'expérience m'amuse, mais oui, franchement, elle m'amuse. Heureux que vous le preniez ainsi. Un patron est toujours heureux de voir un ouvrier de bonne humeur, un ouvrier qui se rend en sifflotant sur le chantier. Je ne voudrais pas jeter une douche glacée sur votre gaieté, mais je vous rappelle que moi aussi, de mon côté, j'ai pris certaines précautions. Et que si vous me tendiez un piège, vous en seriez pour vos frais. Et qui tend des pièges ici? Vous ou moi? Vous n'avez aucun sens de l'humour, mais il ne faudrait pas en abuser. Vous vouliez un tueur, mais vous n'avez pas exigé un tueur triste. Ne parlez pas si fort, on pourrait nous entendre. Mais alors ne me faites pas perdre ma bonne humeur par des remarques affligeantes de mauvais goût. Décidément, quelles que soient les circonstances, vous êtes toujours un personnage déplaisant. J'aime pas beaucoup le ton sur lequel vous prenez cette affaire. Ah, mon cher ami, je vous prends en flagrant délit de contradiction. Tout à l'heure, vous étiez très heureux de mon attitude. Vous n'avez pas manqué de prendre des renseignements sur mon compte. Le style de mes livres aurait dû vous mettre en garde, puisque la théorie doit venir au secours de la pratique. Dois-je comprendre que vous acceptez? Oui. Combien de fois faudra-t-il vous le répéter? À une condition, cependant. Ah, je me disais aussi. Je voudrais que vous répondiez franchement à une question. Et malheureusement, je dois me fier à votre parole. Voici. Quel but poursuivez-vous exactement? Mais je n'ai pas à m'expliquer sur ce point. Ah, mais si vous me laissiez finir mes phrases au lieu de vous emballer stupidement et inutilement, notre entretien serait plus bref et nous parviendrons plus rapidement à un résultat positif. Vous connaissez le monsieur qui vient d'entrer? Non. Il a regardé dans votre direction. Bon, et alors? Et il m'a semblé que vous lui adressiez un signe. Moi? Pas du tout. Non, à partir de maintenant, j'entre dans le jeu et je vais vous apprendre au moins ce que c'est que de prendre sérieusement, au sérieux, les choses sérieuses. Enfin, je vous dis que je ne connais pas cet homme. Mais encore une fois, je suis bien obligé de vous croire sur parole. Alors, quelle question vouliez-vous me poser? Le but que vous poursuivez. Supprimer quelqu'un qui vous gêne, ou voir ma photographie en première page des journaux entre deux gendarmes, les menottes au poignet. Mais je vous ai déjà dit que peu m'importe ce qui vous arrivera par la suite. Et même à moi, il importe. Mais comment? Si votre véritable but est de me voir passer aux assises, je n'ai pas besoin que vous me désigniez une victime. Je l'ai trouvé. C'est vous. Et tout de suite, dans ce café, je tire à travers ma poche. Comment vous êtes armé? C'est bien d'un tueur que vous avez besoin, non? Je vous donne ma parole d'honneur que mon seul désir est de... Vous pouvez parler, personne ne vous écoute. Et de supprimer cette personne? Pas de vengeance personnelle à mon égard? Non, aucune. Ne suis-je déjà pas suffisamment vengé de toutes les plaisanteries que vous m'avez fait subir depuis 5 ans? Une fois le génère disparu, nous continuons, comme par le passé, notre fructueuse collaboration auteur-éditeur. C'est bien cela. Mais il ne saurait en être autrement entre hommes d'honneur. Ouais, entre hommes d'honneur. C'est parfait. Vous avez décidé de me faire crever de rire avant que je ne lève le petit doigt sur votre client. Avec vous, les conversations ont toujours été difficiles. Soit, j'accepte l'homme d'honneur. Ce qui, en langage clair, signifie que vous me laissez une chance de m'en sortir. Oui. Remplissez votre contrat. Si vous ne vous faites pas prendre, tant mieux pour vous. Au risque de vous faire ricaner une fois de plus, j'ajouterai que vous aurez droit à mon estime. Je vous ai tenu jusqu'à présent pour un personnage insupportable de vanité. Si vous êtes capable de réaliser ce que font vos héros à chaque chapitre de vos bouquins, je vous tire mon chapeau. Oui. Mais pour le coup de chapeau, nous verrons plus tard. Ce qui importe pour l'instant, c'est que vous ne me mettiez pas les bâtons dans les roues. Ah non, ne me demandez pas d'être votre complice. Hein. Je m'en garderai bien, vous êtes trop dangereux. Vous en profiteriez pour constituer un petit dossier et me faire chanter plus tard, selon votre habitude. Non. Non, il ne s'agit pas de complicité, mais de neutralité. De neutralité stricte, telle que se doit de l'observer un homme d'honneur, puisque ce mot est agréable à vos oreilles d'homme d'affaires. Eh bien, je vous promets de respecter scrupuleusement cette neutralité. Bien. Je vous ai dit tout à l'heure au téléphone que moins on nous verra ensemble, mieux cela vaudra. Nous allons commencer tout de suite. Non, mais pas avant que je vous désigne... Peu importe la personne, ceci n'est qu'un détail pour moi. Parfaitement, un détail. Dites-vous bien, Simon, que nos deux points de vue sur le problème sont radicalement opposés. Pour vous, ce qui compte, c'est la suppression du gêneur. Ce qui peut m'arriver par la suite n'est qu'un détail. Mais pour moi, c'est très exactement le contraire. Ce qui compte, c'est de ne pas me faire prendre. Et le détail, c'est l'identité de ce gêneur.
Comme c'est moi qui me trouve en première ligne, que vous restez à l'arrière pour empocher les bénéfices, et il est normal que nous étudions ce problème selon mon point de vue, et que nous examinions par priorité les mesures propres à assurer ma sécurité. D'accord? Mais je vous écoute. Bien. De cette minute et jusqu'au 20 juin, qui marquera le jour de notre réconciliation, nous sommes brouillés à mort. C'est le cas ou jamais de le dire. Ainsi, aujourd'hui, j'avais rendez-vous à votre bureau, je ne suis pas venu. Dès hier, j'ai laissé entendre à des informateurs de la presse parisienne que tout n'allait pas pour le mieux entre nous. Vous me suivez? Parfaitement. De votre côté, quand vous recevrez les journalistes, ce qui ne saurait tarder, tout Paris sait que j'aime bien la publicité, vous leur déclarerez que vous êtes sans nouvelles de moi. Ce qui vous sera d'autant plus facile que ce sera la vérité. Vous m'attendiez pour corriger les épreuves de mon dernier roman. Je ne suis pas venu. La secrétaire vous a dit que j'étais à l'étranger. C'est elle qui vous a appris ce que vous allez apprendre effectivement en revenant à votre bureau, que j'ai demandé qu'on fasse virer des sommes d'argent à Londres, Munich, Bruxelles et Genève. Vous êtes furieux après moi, vous ne le dites pas, mais vous le laissez entendre. Oh, s'il n'y a que ça pour vous faciliter la besogne, ce n'est pas compromettant. L'annonce d'une brouille entre nous ne surprendra vraiment personne. Ah non, mais je travaille toujours dans la vraisemblance, vous le savez bien. Une autre précision. Si pour une raison quelconque, imprévisible en l'état actuel de mon plan, j'avais à vous téléphoner, je m'annoncerai à la secrétaire sous le nom de Ratchevski. Donnez des instructions pour qu'on ne me fasse pas attendre d'y répondre que vous êtes en conférence. Ratchevski. Compris? Mais j'ai une excellente mémoire. Oui. N'oubliez pas les virements. Indispensables pour mon alibi. Dans l'un de ces 4 pays, je me garde bien de dire lequel, j'ai des amis qui soutiendront la tête sur le bio qu'ils étaient en ma compagnie au moment de leur hache. J'espère ne pas en être réduit à cette extrémité, mais il faut tout prévoir et ne laisser aucune part au hasard. Je vois que vous êtes très intéressé à la recette du crime parfait. Oui. La première loi en est la discrétion, ce qui me dispense de vous dévoiler les autres. Mais de votre côté, comment dites-vous déjà? Me donnez-vous votre parole d'honneur, que vous suivrez les instructions que je viens de vous donner? Vous avez ma parole. La lecture des journaux me renseignera. Pour ma part, j'accorderai des interviews aux journaux étrangers. En principe, cela fait déjà plusieurs jours que j'ai quitté la France. Oui. Pour être tout à fait certain de ne pas être vus ensemble, il serait temps de me désigner votre bonhomme. Oui. Allez-y. Considérez-le dès à présent comme très gravement malade. Je vous écoute. Quel est l'homme qui vous gêne? Un parent? Un auteur? Un concurrent? Il ne s'agit pas d'un homme, mais d'une femme. J'aurais dû m'en douter en vous entendant parler l'autre jour dans votre bureau en termes lyriques de cette passion qui vous consumait. Elle va pour une femme. Ce n'est pas très courageux de s'attaquer à une femme. Enfin, c'est une affaire entre votre conscience et vous. Oui, et que vous dit votre conscience à propos de ce qui s'est passé à Elseneur? Oh, il y a 20 ans. Pas tout à fait. C'est vrai. Mais épargnez-moi vos leçons de morale entre gentlemen, voyons. Ce n'est pas un sujet convenable. Malgré votre désir de ne plus nous montrer en public ensemble, peut-être faudrait-il que nous nous rencontrions une dernière fois pour que je vous la présente. Dites toujours son nom. Je connais tout de même pas mal de monde. Hélène Parmentier. Pardon? Hélène Parmentier. Hélène? Ce n'est pas possible. Vous la connaissez? Ah, c'est parfait. Ça nous évitera une dernière entrevue que vous redoutiez. Bonsoir, mon ami. Non. Comment? Ne partez pas. Asseyez-vous, Simon. Non, rien ne va plus. Pourquoi? Je veux bien assassiner toutes les femmes de Paris, mais pas celle-ci. Pourquoi? Il s'agit bien d'Hélène Parmentier, la comédienne. Oui. Sa notoriété n'a pas dépassé un petit cercle de professionnels. Ce n'est pas un obstacle pour vous. 1000 regrets, Simon. C'est tout à fait impossible. Pourquoi? Je n'ai pas d'explication à vous donner. Ah si. Je crois au contraire que nous n'avons jamais été aussi près de la minute de vérité. Non, qui vous vaudrait, Simon, mais pas Hélène? Pourquoi? C'est votre maîtresse?
Oui. Ah, je voulais vous l'entendre dire. Vous ne le saviez pas? Je m'en doutais, mais je ne le savais pas. Hélène m'avait demandé la discrétion. Ah, parbleu. Vous comprendrez, Simon, que dans ces circonstances, il m'est impossible de... Et si c'était précisément à cause de ces circonstances, comme vous dites? Vous voulez que je tue ma maîtresse? Oui. Parce qu'elle est aussi la mienne, figurez-vous. Qu'est-ce que vous racontez là? Vous, Simon? Oui, moi, Simon. Non, ce n'est pas vrai, c'est encore un piège. Vous, Simon? Oh oui, c'est inutile de m'examiner des pieds à la tête comme si vous me regardiez pour la première fois. Que je ne sois pas l'amant idéal pour Hélène, possible, probable, puisqu'elle cherche des compensations dans d'autres bras que les miens. Mais son appartement, c'est moi. Ses bijoux, c'est moi. Ses fourrures, c'est moi. Sa voiture, c'est encore moi. Alors maintenant, à vous d'essayer d'y voir clair dans vos propres sentiments. Ou bien, vous aimez Hélène à la folie, comme on aime dans les romans, pas dans les vôtres. Et vous vous sacrifiez pour elle en acceptant de répondre du crime d'Elseneur. Ou bien Hélène n'est pour vous qu'une femme de passage, un nom sur un agenda bien rempli. Et alors, c'est elle que vous sacrifiez à votre tranquillité. C'est un problème passionnant, n'est-ce pas? Au revoir, Saint-Johnny. Désolé d'avoir bouleversé le premier chapitre de votre prochain roman. Mais avec les gens sans humour, il faut s'attendre à tout. Bonsoir, Hélène chérie. Bonsoir, Johnny. Ça te dérange pas? Non, j'ai toujours le bienvenu, tu le sais bien. Oui, à condition de téléphoner une dizaine de fois pour annoncer l'heure précise à laquelle on arrivera. Allez, chacun a ses petites manies. Tu devrais connaître suffisamment les femmes pour savoir qu'aucune maîtresse de maison n'aime se laisser surprendre en négligé dans un appartement en désordre. Ah, j'aime bien faire des surprises. Et moi, je n'aime pas être surprise. Qu'est-ce que ça sent chez toi? Le gaz. Oh, que veux-tu? C'est tout le charme des vieilles maisons. Les radiateurs à gaz ne fonctionnent plus très bien. En m'en allant, j'avais oublié de fermer le compteur. Oui, il faut te dire que le compteur est sur le palier. C'est tellement plus pratique. Un coup de vent a éteint la veilleuse et quand je suis revenue, une allumette aurait suffi à faire sauter tout le quartier. Alors, qu'est-ce que je te sers à boire? Oh, question stupide puisque tu vas me répondre un whisky comme d'habitude. Oui, celui-là, je le voudrais plus tasser que d'habitude. Tu es assez grand pour te servir tout seul, pour une fois qu'il y a un homme à la maison. À ta santé, Hélène. À la tienne, Johnny. Hélène chérie, qu'est-ce que tu penses de l'assassinat? À te regarder vivre, je constate que le crime ne paie pas si mal que ça. Ah non, je ne parle pas de tous les assassinats que je fais commettre à mes personnages, je parle de l'assassinat en général. Oh, moi, tu sais, je serais plutôt contre. J'aime pas la violence. Mais serais-tu capable d'aimer un assassin? Ah non, non, certainement pas. Tu es catégorique. Oh, absolument. Même s'il s'agissait d'un homme que tu aurais aimé depuis longtemps, déjà, sans savoir qu'il était responsable d'un meurtre. Impossible. Ah. Impossible. Ta proposition est absurde. J'aurais eu vite fait de découvrir la vérité. Les hommes ne savent pas dissimuler. Mais les juges d'instruction ne sont pas tous de ton avis. J'ai remarqué souvent que dans tes romans, tu te moquais des femmes qui prétendaient tout résoudre grâce à leur intuition. Eh bien, tu as tort. L'intuition féminine n'est pas un vain mot. Elle existe. Et tu es certaine qu'un homme ne pourrait pas vivre avec une femme en lui dissimulant une part importante de son passé? Quand tu commences à me poser des questions de ce genre, c'est que le roman que tu écris ne va pas très fort et que tu es en panne. Hein? Ah, la merveilleuse intuition féminine. Ne te moque pas de moi. Mais je ne me moque pas, tes réactions m'intéressent. Tu sais bien que je n'aime pas que tu me parles de tes livres pendant que tu les écris. Après, j'ai plus aucun plaisir à les lire. Je connais le nom de l'assassin. Je sais. Mais aujourd'hui, c'est différent. Je suis véritablement en panne. À ce point que je me demande même si je vais écrire la suite. J'ai besoin de ton avis. Et de tes réponses dépendront tous les chapitres qui vont suivre. Bon, je suis bonne fille, je vais me dévouer. Quel est ton point de départ? Voilà. Un homme vit avec une femme. Plutôt, il ne vit pas avec elle. Il travaille à la campagne. Il se retrouve quand il vient à Paris.
Leur liaison dure depuis un certain temps. Mais cet homme, autrefois, a commis un meurtre. Et la petite gourde ne le sait pas. Non, je te l'ai déjà expliqué. Et quel genre de meurtre? À 24 ans, il a tué une autre petite gourde. Je veux dire, sa maîtresse du moment. Ah, dis donc, un joli monsieur, ton bonhomme. Bah, si c'était un enfant de cœur, il n'y aurait pas de roman. Bon, te fâche pas, continue. Donc, cet homme a commis un meurtre autrefois. Il y a longtemps? 20 ans. Plutôt, pas tout à fait 20 ans, hélas. Des individus peu recommandables sont au courant de cette faute de jeunesse. Oh, faute de jeunesse, comme tu y vas. Et ces individus veulent le faire chanter. Mais il a une bonne situation, ton gars? Excellente. Très gros standing et tout. Bon, alors il s'en sortira toujours. Oh, c'est vite dit. Il s'en sortira. S'il ne s'en sortait pas, pour reprendre ta phrase favorite, il n'y aurait pas de roman. Mais il n'y aurait pas de roman non plus s'il s'en sortait dès le premier chapitre. Objection valable. Continue. Bon. Alors, affolé par le chantage dont il est menacé, seul, désemparé, il décide de se confesser à la femme avec qui il vit. Et alors? Et alors, c'est là, mon chéri, que j'ai besoin de toi. Ah. À ton avis, quelles vont être les réactions de la femme? Ah. Elle est comment, la femme? Et ça, je ne sais pas encore. Oh, c'est important. Mais je pense bien. J'ai besoin de connaître la réaction d'une femme. Oui, mais tout dépend de la femme. Mais toi, comment réagiras-tu? Moi? Oui, toi. Bon, je ne dis pas que je vais calquer l'attitude de mon personnage sur la tienne, mais comprends bien qu'il est très important pour moi de connaître ta réaction en pareille circonstance. Oui, mais je comprends pas pourquoi ton gars est obligé de raconter tout ça à sa bonne femme. Mais non, il n'est pas obligé. Alors? Plutôt si. Il doit commettre un second meurtre pour effacer le premier. Et c'est ça le chantage. Oh, mais ça m'a l'air bien compliqué ton histoire. Trop compliqué, crois-moi. Je connais le public, ça ne plaira pas. Bon, compliqué, tout dépend de ta réponse. C'est pas moi qui écris le livre. Non, sois gentil. Réponds-moi. T'occupe pas de savoir pourquoi le bonhomme a été obligé de faire cette confession. Imagine que c'est un rôle que tu as joué. Bon. Eh bien, si l'homme avec qui je vis m'avoue une chose pareille... Oui, à supposer bien entendu que je ne l'ai pas déjà deviné. Eh bien, je le quitte immédiatement. Même si tu l'aimes? Ah non, ça je peux pas avoir aimé un assassin. Mais son crime est ancien. Ancien, c'est vite dit. C'est comme les fous qu'on laisse sortir des asiles et qui recommencent. Tu n'as qu'à lire les journaux, ça se voit tous les jours. Mais on peut aimer un fou. Pas moi. Suppose que tu es très amoureuse. Ah. Très, très amoureuse? Oui. Ah, j'hésite, bien sûr. Ah, tu vois. Oui, mais je le quitte quand même. J'aurais du chagrin, mais je pourrais pas continuer à vivre avec lui, j'aurais peur. Peur qu'il recommence avec moi. Je pourrais plus dormir dans le même lit que lui, c'est plus fort que moi, je pourrais pas. C'est vrai, je pourrais pas. Tu le dénoncerais à la police? Ah non, ça sûrement pas, non. Enfin, sûrement pas, quoique... Oh, si je me sentais menacée, ce serait plus une dénonciation, ce serait, comment dit-on, de la légitime défense. C'est ça, hein? Bon, voilà, c'est ça. Alors, tu es satisfait de mes réponses? Tu vas pouvoir écrire ton bouquin? Oui, oui, je vais bien être obligé. Pour vivre, moi aussi. Oh, avec les droits que tu touches, un bouquin de plus ou de moins, ça compte pas beaucoup pour toi. Ah, celui-là, si. Ce sera mon roman le plus fantastique. Ah si j'ai pu t'aider, tant mieux. J'admire ta merveilleuse intuition féminine qui t'a fait préférer la mort à la vie. Je veux dire, la vie à la mort... de toute manière, c'est une phrase sans importance, ça ne veut rien dire. Excuse-moi. Ah, je t'en prie. Allô? Allô, oui, c'est moi. Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire que j'allais sortir. Oui, j'ai mon chapeau sur la tête, j'avais déjà bouclé la porte, j'ai entendu la sonnerie, je suis revenue. Ah, non, c'était un rendez-vous très important. Mon impresario. Je suis déjà en retard, comme d'habitude. Ah, ça, alors je sais pas du tout à quelle heure je vais rentrer. Nous souperons après le spectacle et oui, c'est le métier qui veut ça. Non, c'est moi qui rappellerai, hein. C'est ça, au revoir. Qui était-ce? Oh, un camarade, il est bavard comme une pie. J'en avais au moins pour 1 heure. Comme tu lui as bien menti. Ah, n'est-ce pas? Bon, pour être tranquille, je vais couper le téléphone. Non, mais ce n'est pas une raison pour continuer avec moi. Hein? Est-il bien certain que ce soit un camarade qui t'appelait? Du moment que je te le dis. Était-ce pas plutôt un certain monsieur Simon Nadal? Simon Nadal? Oui. Simon Nadal?
Je sais pas qui c'est. Oh, excuse-moi, mon petit, mais tu en fais trop, hein, comme on dit dans votre métier. Hein? Tu sais parfaitement qui est Simon Nadal, puisque tu prétends avoir lu tous mes livres. C'est mon éditeur. Son nom s'étale en plus gros caractère que le mien sur toutes les couvertures. Oh, impossible, mais j'avais pas fait attention. Et on a bien raison de dire que les victimes sont parfois aussi coupables que les bourreaux. Tu prendras bien un autre verre de whisky. Mais volontiers, Johnny. Eh bien, tu vas être servi. Allô? Allô, le télégramme? Eh bon. Oui, un télégramme pour monsieur Simon Nadal. Simon, le prénom. C'est ça. Nadal. Je vous appelle, hein? Pardon? Comme l'éditeur? Ah, vous le connaissez donc? Ah, vous êtes une lectrice de Saint-Johnny. Mais moi aussi, mademoiselle. Ah non, 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 non. Non, je suis valet de chambre. Oui. Voici le texte, hein. Ne veux pas te téléphoner à ton bureau, t'attends chez moi à partir de 5 heures. 5 heures, oui, c'est 3 et 2, 5 heures. Très urgent. Te demande de venir instamment. Instamment. Oui, deuxième. Oui. Signé Hélène. Oui, oui, Hélène, le prénom. Oui, c'est ma patronne, mademoiselle. Oui, oui. Ah non, 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 ce n'est pas... Non, ce n'est pas peut pas, c'est veut pas te téléphoner, veut pas te téléphoner à ton bureau. Oui. Oui, oui, c'est cela. Merci, mademoiselle. Entrez, mon cher. Et entrez donc. Surpris de me voir, n'est-ce pas? Hélène m'a envoyé un télégramme, je suis venu aussitôt. Et vous avez bien fait. Où est-elle? À Saint-Tropez. Ce télégramme... C'est moi qui l'ai envoyé. J'ai besoin de vous parler, je préfère vous rencontrer ici. Non, nous n'avons plus rien à nous dire. Non, ce n'est pas mon avis. Mais entrez. Entrez donc. Mais j'en vois pas la nécessité. Moi, si. Ne m'obligez pas à vous menacer de ce revolver. Ce serait tout à fait ridicule de vous tuer sur le palier. Entrez. Soit Jean, ce nouvel entretien est parfaitement inutile. Vous permettez? Un tour de clé à la porte. Hop. C'est pour jamais, si vous prenez fantaisie de vous enfuir. Voilà. Asseyez-vous. Merci. Un verre de whisky? Alors, c'est bientôt terminé, cette comédie. Vous avez deviné juste, elle touche à sa fin. Comme c'est curieux, Saint-Johnny. Même un revolver à la main, vous ne parvenez pas à me faire peur. Je sais que trop de choses vous retiennent. Vous n'appuierez pas sur la détente. Trop de choses me retiennent en effet, mais ce ne sont pas celles que vous croyez. Pour être certain de résister à la tentation, je range le revolver dans ce tiroir. Je ferme à clé. Voilà. Aussi peu que vous vous sentiez menacé auparavant, vous serez tout de même plus à votre aise pour causer, non? J'ignore à quoi rime cette mise en scène. Vous n'allez pas tarder à le savoir. Si vous aviez besoin de me parler, il était facile de me téléphoner en vous faisant appeler Radchevski, comme vous me l'aviez suggéré. Radchevski. Vous voyez que je n'avais pas oublié le nom. Compliment. Je voulais vous voir. C'est dangereux. Tout au moins par rapport à ce que j'ai cru comprendre de votre plan initial. Ne vouliez-vous pas laisser croire à tout le monde que vous vous trouviez hors de France? Exact. Je profite de l'occasion pour vous faire remarquer que j'ai exécuté scrupuleusement les instructions que vous m'aviez données. Mais je suppose que vous avez lu les journaux? Oui, 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 je les ai lus. Quelle désinvolture un peu méprisante vous parlez de cet auteur dont vous aviez fait la fortune. C'est bien ainsi que vous vouliez que nous présentions notre brouille aux journalistes. Oui. Bon. Mais vous n'avez pas eu à forcer votre talent. Vous n'avez même jamais été aussi sincère.
Bon, alors, pourquoi cette rencontre d'aujourd'hui et ici? Parce que vous êtes venu quand je vous ai envoyé un télégramme signé Hélène. Je ne comprends pas. Un verre de whisky? Non, je vous ai déjà dit non. Vous avez eu tort de refuser ce verre, ce qui n'est pas grave. Et surtout d'être venu, ce qui est davantage. Écoutez, quand vous cesserez de parler par énigme, peut-être pourrais-je vous répondre. Vous m'avez bien demandé de tuer Hélène Parmentier, la locataire de l'appartement dans lequel nous nous trouvons en ce moment. Oui. Alors répétez après moi. Saint-Johnny, je vous demande de tuer Hélène Parmentier. Oh, c'est de l'enfantillage, non. Car vous venez de me donner la preuve que vous avez changé d'avis. Moi? Oui, vous avez changé d'avis dès que vous avez reçu ce télégramme signé Hélène. Vous êtes accouru aussitôt. Vous aimez toujours Hélène. Vous n'avez jamais voulu la tuer. Et si je donne suite à votre proposition, vous serez le premier à lancer la police à mes trousses. Enfin, Saint-Johnny... Il en est autrement, répétez la petite phrase. Saint-Johnny, je vous demande de tuer Hélène. Vous connaissant comme je vous connais, je sais bien que vous n'écririez pas cette phrase, mais du moins, vous pouvez la dire. Pourtant simple. Enfin, encore une fois, c'est de l'enfantillage. Je vous ai prévenu, les tueurs sont des êtres capricieux. Soit. Saint-Johnny, je vous demande de tuer Hélène Parmentier. Je l'exige même. Alors, quittez-la. Comment voulez-vous que j'agisse si je vous trouve constamment dans mes jambes, si au moindre signe de détresse vous accourez comme un Saint-Bernard maladroit? Non, Simon. Malgré toute ma bonne volonté, ce n'est pas possible. L'autre fois, vous m'avez démontré que le seul moyen d'être sûr de mes sentiments était de savoir si j'étais prêt ou non à sacrifier Hélène à ma tranquillité. Aujourd'hui, le test n'en est pas moins intéressant pour vous. Préférez-vous continuer à être l'amant d'Hélène, malgré ses infidélités, ou êtes-vous décidé à la faire tuer? Et si je refuse de vous répondre? Je n'ai pas le choix. N'est-ce pas? Non. Je n'ai pas le choix. C'est sur vous que j'expérimenterai mon scénario du crime parfait. Rappelez-vous, Saint-Johnny, que... Je sais. Et alors? Je serai jugé pour l'accident d'Elsener, mais j'aurai du moins la satisfaction de vous savoir mort. Alors, vous continuez à refuser un verre de whisky? J'ai pas soif. Ce chauffage au gaz dessèche l'atmosphère, vous ne trouvez pas? Alors, votre décision? Eh bien, soit. Je romprai avec Hélène. Aujourd'hui même. Je ne peux pas me permettre de retarder d'une seule journée l'exécution de mon plan. Dès mon retour au bureau, j'écris. Bien. Je suppose que vous ne serez pas long à apprendre que j'ai tenu parole. La lettre partira ce soir. Voilà. Vous êtes satisfait? Vous consentez à me laisser partir à présent? Oh, moi, ça m'est égal. Vous pouvez bien aller au diable. Mais ces messieurs ne seront peut-être pas tout à fait d'accord. Quoi? Entrez, messieurs. Monsieur. Simon, je vous présente le commissaire Arnaud et son adjoint, l'officier de police Perreux, qui ont pris certainement un très vif plaisir à la petite conversation que nous venons d'avoir. Messieurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Il ne s'agit pas d'une plaisanterie, monsieur Nadal. Voici ma carte. Nous agissons sur plainte de monsieur Jean Barrault, dit Saint-Johnny. Mais je maintiens, moi, monsieur le commissaire, qu'il s'agit d'une plaisanterie. De mauvais goût, ça je vous l'accorde. Mais d'une plaisanterie tout de même. Mais nous discutions gentiment du prochain roman de Saint-Johnny. Il ne faut pas confondre la fiction avec la réalité. Je voulais l'obliger à penser profondément son crime parfait parce que je n'étais pas satisfait du précédent roman qu'il m'avait remis. Il s'agit d'une astuce d'un éditeur qui veut faire travailler un auteur terriblement doué, mais aussi terriblement négligent. Enfin, Saint-Johnny, dites-leur qu'il s'agit d'une plaisanterie. Ne m'obligez pas à donner un coup de téléphone très désagréable pour vous. Téléphoner à qui bon vous semble? C'est votre dernier mot. Oui. Vous savez ce qui vous attend. Oui. Vous pensez que j'ai mûrement réfléchi avant de porter plainte? Monsieur Jean Barrault, dit Saint-Johnny, vous maintenez que la conversation que nous venons d'entendre se rapportait à des faits réels et qu'il ne s'agissait pas d'une discussion concernant votre prochain roman. Je le maintiens, ce qui ne m'empêchera pas d'en faire un excellent roman par la suite. Alors, précisez, je vous prie. Fiction ou réalité? Pour l'instant, Saint-Johnny, il n'y aurait qu'outrage à magistrat. C'est moins grave. Moins grave que quoi, monsieur Nadal? Ça, ce n'est pas à moi de répondre. Mais il n'y a aucune part de fiction dans la conversation que vous venez d'entendre, messieurs. Je maintiens ma plainte. Mais tant pis, vous l'aurez voulu. Monsieur le commissaire, est-ce que je me trouve en état d'arrestation? Il y a flagrant délit. Oui. Me permettez-vous cependant de passer un coup de téléphone? À votre notaire, sans doute. Oui. Mais auparavant, je vous offre une dernière chance, Saint-Johnny.
Reconnaissez devant ces messieurs que toute cette conversation s'est déroulée sous la menace d'un revolver, que vous m'avez obligé à prononcer une phrase que je ne voulais pas prononcer. Le revolver, qui n'était pas chargé d'ailleurs, se trouve dans ce tiroir, fermé à clé. Voici la clé, vous pouvez vérifier, monsieur le commissaire. Laissez-le donc téléphoner à son notaire, ce sera la dernière preuve. Une preuve qui vous mènera au bagne, Saint-Johnny. Oui, je sais, ma situation n'est pas très confortable. Mais moi, je vais m'en tirer avec quelques mois de prison. Tandis que pour vous, c'est le bagne. Le bagne. Le bagne. Je vais vous faire communiquer par mon notaire toutes les pièces que j'ai réunies. Tous les témoins ont déposé par écrit. Et il existe un protocole d'extradition entre les deux pays. Même condamné, je suis gagnant, Saint-Johnny. Échec et mat. Je ne me trompe jamais. Simon, vous avez perdu sur toute la ligne. M'autorisez-vous à téléphoner, monsieur le commissaire? Téléphoner, ce sera votre perte. Pour être maître chanteur, il faut connaître la loi. Mais je la connais. Dans votre cas, la prescription ne joue que le 20 juin prochain. Et nous ne sommes pas le 20 juin. Je me moque de votre 20 juin comme de mon premier 14 juillet. Vous devenez fou, Saint-Johnny. Le châtiment approche. Ah, comme vous avez eu raison de porter plainte. Nous allons être arrêtés ensemble. Et je serai vengé tout de même. Mais c'est vous qui êtes fou, Simon. Jamais je n'aurais appelé la police à mon secours si la prescription n'avait pas joué depuis longtemps. Depuis près de 10 ans maintenant. Oui, Simon, si en France et dans la majorité des pays la prescription est de 20 ans, elle est seulement de 10 ans au Danemark. Et si vous vous intéressiez tellement à moi, vous auriez dû constater que je n'étais pas revenu en Europe avant cette date. Ça, je le savais dès le premier jour quand vous m'avez fait appeler dans votre bureau pour m'exposer votre diabolique machination. Ce n'est pas ainsi que se vengent les morts d'Elseneur. Je me suis livré à une enquête psychologique passionnante pendant ces quelques semaines. Allez, Simon, en prison. En prison pour manque d'humour. Les terrasses d'Elseneur. Ce film radiophonique de Louis Rognoni avait pour interprètes Jean-Marie Fertet, Jacques Morel, Rosie Wart, Lisette Lemaire et Jean-Charles Thibault.